tous, là, mon nom c'est Chasnega, comme on a dit. J'étudie avec Daniel Fortier. Ceci, c'est le compte rendu, d'une certaine manière, de mon travail de maîtrise qui a duré un bon petit moment. Ce que j'ai étudié, c'est la structure et l'évolution du quartier du sol depuis le Pléistocène tardif à Beaver Creek. Beaver Creek, c'est au Yukon. Il y a une plus belle image ici de quoi a l'air mon site d'étude. Ce qu'on remarque, c'est une grande plaine, puis derrière, il y a la grosse chaîne de montagnes qui est le Mont Saint-Elias. Mon objet d'étude, c'est cette plaine-là, dans laquelle on peut reconnaître une mosaïque de forêt boréale, comme ça, puis de Goliath, disons. Alors, ce qui m'a amené à poser ma question de recherche, premièrement, c'est mon site d'étude est en Béringie. La Béringie, c'est la région qui n'a pas été englacée lors du dernier maximum glaciaire. Donc, c'est des terrains qui sont affectés par le pH du sol. Donc, la température est sous zéro à l'année longue, en fait plus de 2 ans. Donc, ils contiennent de la glace, qui ont accumulé aussi du carbone organique, puis des archives sédimentaires. Donc, c'est super intéressant parce que le calcul de volume sédimentaire, le calcul de volume de carbone organique, puis le calcul du volume de glace, c'est des questions scientifiques qui nous intéressent. Aussi pour la reconstruction environnementale. Le site, c'est un site qui m'a été imposé. L'intérêt de faire de la recherche, c'est que c'est un site expérimental où la route, l'infrastructure, se dégrade rapidement parce que le terrain est riche en glace et puis la glace se dégrade à cause des changements qu'on impose au terrain. Alors, il y a eu 12 techniques de préservation du pH du sol qui ont été amendées dans la rendez de la route pour essayer d'arrêter le processus de dégradation. Puis, il y a eu des travaux qui ont été faits auparavant à ce site d'étude. Premièrement, on a calculé l'efficacité des techniques de préservation du pH du sol. On a essayé d'avoir une vision globale de ce qui influence le pH du sol sous la route. Puis, on a essayé de comprendre c'est quoi la part de l'eau dans la dégradation du pH du sol, mais le big picture, la grosse image, en fait, de quoi a l'air le site d'étude, puis, disons, sa géographie, est restée inconnue jusqu'à ce jour. Ma question, comment s'organisent les composantes du terrain d'accueil pour site expérimental? Alors, considérant que les processus sont inégalement répartis, qu'ils doivent être simulés avec des propriétés pertinentes, que les propriétés sont caractéristiques à chaque unité de terrain, puis que le terrain est relativement vieux, qui a évolué depuis avant le dernier maximum glaciaire, qui date inconnue. L'approche systémique, ça m'a semblé approprié. Donc, contrairement à, disons, une tendance générale en sciences, mon approche est plutôt qualitative. C'est vraiment, mon idée, c'est vraiment de reconnaître c'est quoi le géosystème avant de commencer à le quantifier. Ce qui m'a intéressé dans mon site, dans ma maîtrise, c'est la structure et l'évolution. Soit la dimension spatiale, les formes, l'état actuel du terrain, puis l'évolution, ça signifie, disons, c'est quoi le changement d'état du processus, c'est quoi la trajectoire évolutive. Bref, reconnaître l'héritage. Pour ce qui est des processus, c'est plus compliqué parce qu'il faut l'étudier à une échelle plus faible. Donc, je l'ai étudié, disons, plutôt à partir de la littérature que de mes observations de terrain. Alors, pour ce qui est du contexte régional, mon site d'étude se trouve ici, la petite étoile, dans le bassin Wellesley. Ici, on a les monts Saint-Elias, qui est une chaîne de montagnes, la continuité au nord-ouest de la cordillère de l'Ouest. Les montagnes font plus de 4000 mètres d'élévation. Il y a une calotte glaciaire qui est là, qui a toujours été là, puis qui gagne en ampleur ou qui ratisse, mais qui persiste. Ce que j'ai cartographié en brun, c'est le dépôt quaternaire qui est trop épais pour qu'on puisse reconnaître la géologie du terrain. Donc, il y a beaucoup de dépôts quaternaires dans cette région qui s'appelle le bassin Wellesley parce que c'est une culotte sédimentaire. Une culotte qui a accumulé glaciation après glaciation, beaucoup de sédiments, mais vu disons, le forçage géomorphologique structural, il n'y a pas vraiment d'érosion qui se produit ici. Ici aussi, on a la faille Chakmak, c'est une faille géologique qui fait 200 km de long peut-être. C'est relativement gros comme structure de terrain. Alors mon site, c'est peut-être un petit kilomètre carré, mais
affecté par l'avant-dernière glaciation. Tout ce qui est en blanc, c'est présentement glacé. Tout ce qui est en vert, c'était la dernière glaciation. Ce qui est en rouge, c'est l'avant-dernière, soit quelque part entre 140 000 ans et 55 000 ans. Puis, ce qui est en bleu, c'est déglacé depuis environ 2 millions d'années. Ensuite, le terrain, comme j'ai dit, est affecté par le pitagé du sol, presque continu. Les probabilités de rencontrer le pitagé du sol à mon site, c'est de 80-90%. Alors, les objectifs spécifiques de mon travail, c'est premièrement détailler la cathédrale. La cathédrale, c'est la série de sols en association avec la série d'assemblages végétaux le long d'un gradient topographique. Deuxième objectif, proposer un modèle d'évolution géomorphologique du pitagé du sol et puis du paysage par le terrain. Puis, en troisième, discuter de la tendance évolutive actuelle du site étudié. Alors, ce que j'ai utilisé comme méthode au niveau du terrain et de la recherche, premièrement, j'ai créé un modèle d'élévation numérique, qui représente la physiographie et puis l'hydrologie du terrain. J'ai aussi effectué un suivi hydrologique plutôt des niveaux d'eau dans la couche active. Ensuite, j'ai caractérisé la végétation, les différents assemblages végétaux sur la classification végétale d'Alaska. J'ai aussi classifié la couverture de surface. Ça a été fait avec un stéréoscope, d'une manière très qualitative, à partir de photos aériennes et photos en infrarouge. Ensuite, j'ai caractérisé la pédologie à partir de la classification canadienne des sols, la profondeur de la couche active. Pour ceux qui ne savent pas, la couche active, en fait, c'est la partie qui gèle et qui dégèle sur le sol gelé, sur le pitagé du sol, à chaque année. Donc, c'est la partie qui est, disons, plus dynamique. J'ai mesuré aussi les températures du sol en surface et dans la couche active, et puis les propriétés des matériaux qui constituent la couche active. Et enfin, j'ai caractérisé la cryostratigraphie à partir de forages sur la base de French et Chou. En parenthèse, désolé pour les fautes. Alors, si on prend les résultats, c'est pas intuitif, mais ça, en fait, c'est une coupe topographique, soit la coupe CC, qui me montre que j'ai à quelque part de la forêt boréale sur les sommets, pour l'inverser, pour la question de rotation. Et puis, plus je m'en vais vers les plats, plus j'approche une zone, on voit mal, mais ce qui est en jaune, en fait, c'est la tourbière, ce qui est en vert, c'est la forêt d'épinette. Ce qui est en vert pâle, c'est une zone de transition, et ce qui est en rouge, c'est une zone d'écoulement préférentiel. Ensuite, j'ai caractérisé les sols, les profondeurs de couche active. Vous voyez que les points sont mal distribués, mais c'est une étude qualitative, donc on peut vivre avec. Ça me donne le modèle idéalisé de la cathédrale. Alors, on a 8 unités éco-géomorphologiques qui vont du sommet du relief, en fait des parties convexes du relief jusqu'au replat, dans lesquelles on retrouve la forêt décidue dans les parties les plus hautes des milieux drainés. À mesure qu'on descend la pente, le niveau de drainage diminue, les épinettes apparaissent. Quand on continue à descendre, le niveau de drainage continue de diminuer, le sol se refroidit, la dimension et puis la densité de la répartition des épinettes diminue, jusqu'à ce qu'on arrive dans le replat où il n'y a plus d'épinettes, il n'y a que des touffes herbacées de toundra. Puis, si on regarde mon dernière unité écologique, avant de retrouver les plans d'eau, c'est la zone d'écoulement préférentiel dont je parlais, qui, elle, n'est pas relativement froide, mais plutôt chaude, due à la concentration de chaleur par l'écoulement. Donc, ici, un modèle de terrain, la cathédrale qui est expliquée. Dans la cathédrale, j'ai fait quelques petites statistiques. Par exemple,
composition qui est un petit peu mauvaise. Mais ce qu'on comprend, en fait, c'est des scans, c'est des scanners, c'est des rayons X. Plus mon image d'un colonne de sol est foncée, ça représente environ 1 mètre, plus il y a la glace en excès dans les matériaux. Donc, ici, c'est presque la glace massive qui compose la tourbe depuis le sol sous la tourbière. En fait, c'est normal, c'est un cryosol organique. Donc, il n'y a presque pas de matière minérale dans ce sol. Il est hyper vulnérable au changement climatique et à tout ce qui pourrait éventuellement dégeler le sol. Et il en résulterait une dépression et un lac. Ici, plus près des crêtes, en dessous de la forêt boréale, vous voyez, ça c'est un sol hérité du passé, mais la séquence d'accumulation de sol récente commence ici. On a un sol hyper minéral qui accumule de plus en plus de glace à mesure que la végétation s'installe en surface, puis favorise la rétention d'eau du sol. Donc, deux types de pergélisol dans la même séquence stratigraphique qui sont différenciés selon le type de terrain, selon l'unité éco-géomorphologique. Il y a d'autres propriétés géotechniques du sol qui ont été mesurées, par exemple la granulomètrie. Les points qu'on voit, c'est l'accumulation de matière organique dans la couche active. Donc, on peut constater les points jaunes, c'est le cryosol organique des rocs là. Puis, les petits points en vert, c'est l'accumulation organique des cryosols statiques en haut des crêtes. Il y a une bonne différence. Puis, la densité des matériaux, la porosité, la capacité de rétention d'eau, tout ça, c'est fortement corrélé avec la quantité de matière organique incluse dans les sols. Si je vais en profondeur, ce que je viens de décrire, c'est la l'unité E. C'est la petite partie en surface qui a été héritée de la dernière époque climatique. Or, en faisant des forages, j'ai retrouvé 5 types de pergélisol différents, 5 unités cryostratigraphiques. Une unité cryostratigraphique, c'est une unité stratigraphique, donc un type de sol, un type de séquence qui est accumulé selon une certaine organisation, mais qui inclut en plus la glace comme si c'était un sédiment qui s'est accumulé. Donc, on voit qu'il y en a relativement beaucoup. Ce qu'on a, c'est l'unité E que j'ai décrit, et l'unité B, je vais revenir dans le détail. Bon, l'unité E, c'est mon unité récente. L'unité B, c'est une unité de style, c'est le même matériel minéral que ce que je retrouve en surface, mais exempt de glace. Dans l'unité C, je retrouve un matériel encore identique à ce que j'avais en surface, mais ultra riche en glace et ultra riche en matière organique. Dans l'unité B, j'ai un dépôt stratifié riche en matière organique, mais on comprend qu'il y a eu des processus d'accumulation de versants et alluviaux. Puis enfin, je retrouve un diamichrome, soit un matériel hyper grossier pauvre en glace. Et cette séquence stratigraphique s'interprète. Alors, du bas vers le haut, non, du haut vers le bas, qui est donc un petit peu vieux, récent, j'ai eu le reflet du glacier. Je le dis avec toi, le matériel grossier que j'ai trouvé représente la moraine de l'écriture à la base de la structure du terrain. Donc, c'est important. C'est une condition initiale. Ensuite, il y a eu un développement de sol interstadial. C'est le moment où la moraine de décrépitude s'est réajustée avec un climat plus tempéré. À ce moment-là, il y a beaucoup de sédiments et de processus aquatiques. Puis, disons, les versants étaient très dynamiques. Ensuite, il y a eu l'accrétion d'un iédéma. Un iédéma, c'est le type de dépôt, en fait, qui accumule matière organique, glace, matériel minéral à la fois. Dans le cas du iédéma à Beaver Creek, c'était des processus aériens, soit de l'accumulation de l'euse ou de poussière, disons, de poussière glaciaire, qui mélangée aux précipitations qui regèlent à chaque année, qui a fini par créer cette immense dépôt instable. Le pergélisol s'est dégradé, donc la glace puis la matière organique dans ce dépôt-là s'était dégradée. Et puis ensuite, l'accrétion du iédéma s'est réinitiée après le dégel de la dernière calotte glaciaire.
un modèle géomorphologique en 3 dimensions du terrain. On peut reconnaître la carte de la cartographie de la caténote que j'ai identifiée au premier objectif. On peut reconnaître la structure verticale du sol. Donc, j'ai étendu la compréhension du terrain dans la 3e dimension. Ce terrain, on a reconnu à l'intérieur la disposition des matériaux qui sont vulnérables au dégel du terrain du sol. Puis, on a la profondeur de la couche active de chaque unité. Alors, on remarque qu'il y a environ 1 mètre de profondeur pour la couche active environ partout. Mais sous la route, parce qu'on a imposé une route dans la forme de terrain, on a 6 mètres de profondeur de couche active. En fait, ça veut dire que la route dégèle fortement le berger du sol, puis rend à risque. En fait, dégrade littéralement la glace et la matière organique. Bon, analyse quantitative de la profondeur, on espère. Ceci s'explique par l'intervalle de température possible dans les différentes unités. En noir, c'est ma route. En rouge, c'est dans ma tourbière. Puis en vert, en haut, c'est dans ma forêt boréale. Donc, on constate que c'est très chaud sur la route. Et puis, en conclusion, on a découvert que la caténaire est divisée en 8 niveaux écolo-géomorphologiques, dont les propriétés sont similaires. En fait, constantes dans chacune. L'étude crostratigraphique servait à développer la structure du berger du sol dans les 3 dimensions. On a trouvé 5 stades évolutifs. Le modèle géomorphologique sert à évaluer la tendance évolutive future du berger du sol, soit la dégradation à cause des changements climatiques et à cause d'une utilisation du territoire pas très efficace, du moins au Canada. Puis, le modèle rend possible la prise en compte de l'hétérogénéité du terrain pour le calcul de la distribution des stocks vulnérables au changement climatique. Alors voilà. Bravo pour la présentation. J'ai une question par rapport à la route. Là, je sais que c'est pas vraiment ça ton domaine ici, mais je sais que tu sauras répondre. Qu'est-ce que tu vois pour le futur par rapport à cette route-là, la stabilité de l'infrastructure? Est-ce que les méthodes de mitigation, selon toi, sont fonctionnelles en ce moment? Est-ce que va falloir penser à d'autres méthodes, etc.? Oui, il va falloir penser à beaucoup d'autres méthodes. Puis, il y a un petit peu de science qui a été faite pour trouver des méthodes de mitigation. C'était dans le berger du sol continu, où il fait froid, puis où le berger du sol est généré par le climat principalement. Donc, la température du sol est en phase avec celle de l'atmosphère. Ce que je viens d'écrire dans le site, en fait, je ne l'ai pas dit, mais une des caractéristiques principales du berger du sol de tourbière, c'est que c'est la présence de la tourbière qui décale la température du sol, puis qui réserve le berger du sol à un endroit où il serait peut-être pas aussi froid normalement. Donc, c'est un berger du sol écosystémique. Alors, dès qu'on enlève cet écosystème, il se dégrade. Fait que peu importe qu'on mette de la ventilation ou quoi que ce soit, non, les processus qui lui permettaient d'exister sont brimés. Donc, non. Ben, il faut travailler, mais avec d'autres méthodes